On travaille sur les changements dans les secteurs religieux de la société israélienne. Mais pendant 25 ans, j'ai travaillé sur la construction de la mémoire des diasporas à Tchernovitz. Et vous travaillez sur les relations État-religion en Israël? Pardon? État-religion? Pas spécialement État-religion, plutôt les changements dans les différents secteurs religieux en Israël. Okay. Merci. Voilà, donc, et effectivement, je termine un livre sur ceux qui, en Israël, quittent le monde de l'ultra-orthodoxie, de Haredim, c'est-à-dire cet univers si singulier et si étouffant de ce qu'on appelle maintenant les hommes en noir. Et alors, c'est pas du tout la maquette de mon livre, mais c'était juste pour vous indiquer ce qu'en sera le titre. Et depuis plus de 2 ans, effectivement, pour les rencontrer, je suis bénévole dans la principale ONG qui s'occupe d'accueillir ceux qu'on appelle les sortants et qui s'appelle, comme le journal dont nous venons de parler, Hillel, mais pour de toute autre raison, c'est parce que l'hébreu adore les acronymes et que Hillel, c'est l'acronyme de Ha'aguda Leyotzim Leshe'ela, c'est-à-dire l'association de ceux qui sortent vers la question, c'est-à-dire ceux qui quittent ce monde ultra-orthodoxe. Et alors, c'est grâce à Hillel que j'ai pu découvrir une autre catégorie de renégats. C'est ceux qui restent dans leur univers ultra-orthodoxe et qui en gardent l'apparence extérieure, mais en fait, qui mènent une double vie. Alors, ceux-là se sont donné eux-mêmes le nom de Maran. Et c'est une référence évidemment totalement paradoxale, puisqu'elle fait référence aux Juifs de la fin du XVe siècle en Espagne, forcés par l'Inquisition à se convertir au catholicisme, et continuent à pratiquer le judaïsme dans le plus grand secret. Et alors pendant mes soirées de permanence téléphonique à Hillel, et il n'a pas du tout été rare que je reçoive des coups de téléphone de ce genre. Allô, en général on n'entend pas, je vis dans 2 mondes, extérieurement j'ai l'air d'un ultra-orthodoxe et intérieurement je ne crois plus à rien. Ma vie est un véritable enfer, est-ce qu'il existe d'autres gens comme moi? Alors, à ce type d'appel de détresse, je réponds qu'Hillel ne s'occupe pas de cette catégorie de personnes, mais seulement de ceux qui ont déjà pris leur décision de sortir. Et après avoir répondu à 4, 5, 6 coups de téléphone de ce genre, je prends conscience de l'ampleur d'un phénomène qui est quasi inconnu, une minorité invisible aux yeux du monde extérieur, y compris de leurs proches, et donc je vais chercher à en savoir plus et à les rencontrer. Au moins ceux qui vont accepter, parce qu'il faut que j'arrive à les convaincre que je ne vais pas les mettre en danger et ce n'est vraiment pas une mince affaire. Alors le fait de mon appartenance à un laboratoire du CNRS, ça facilite les choses, parce que ça leur offre un cadre qui est totalement extérieur à leur milieu et ça leur ménage un espace de liberté. Et alors je voudrais vous lire un texte que j'ai reçu d'une Maran. Voilà ce qu'elle m'écrit. Personne ne doit savoir que j'écris. Si quelqu'un le découvre, j'aurai des problèmes terribles et ma famille n'en sortira pas indemne. Certaines personnes vont arrêter de parler avec mon père. Il perdra son emploi honorifique à la yeshiva. Mes sœurs devront faire face à des rumeurs au séminaire. On proposera à mon frère du 2e choix dans les shidduchim, dans les mariages arrangés. Dès que j'arrive à Bnei Brak, quand le paysage se change en noir et blanc boutonné haut, je tremble un instant, l'air est brûlant, j'ai des vêtements qui conviendraient mieux à un mois d'octobre. À la maison, papa étudie, penché sur sa Gemara. Il est interdit de le déranger jusqu'à ce qu'il termine. Le livre est plus important que sa fille, plus que tout. Voilà ma vie, je suis écartelée entre 2 mondes, déchirée au fond de moi. Alors nos Maran, Anoussim, en hébreu, sont comme les sortants, ce sont des transgresseurs et des marginaux, mais contrairement à eux, ils restent enfermés dans leur milieu d'origine, ils ne se différencient pas extérieurement des ultra-orthodoxes, mais ils se sentent déguisés. Et comme ils accomplissent leurs actes déviants dans la plus grande des solitudes, ils n'ont pas développé de sous-culture. Alors combien sont concernés?
Il est évidemment très difficile de le savoir puisqu'il n'existe pas de statistiques sur le phénomène. Ils sont certainement des centaines, je pense qu'ils sont des milliers, et pour certains, ils seraient des centaines de milliers. Tenus au secret, leur solitude est presque toujours terrible. Ils ne peuvent pas communiquer, surtout avec les plus proches. S'ils se dévoilaient et tentaient de sortir du placard, ils risqueraient de tout perdre. Leurs conjoints, leurs enfants, leur maison, souvent aussi leur travail. Alors, les sociétés n'acceptent pas facilement les phénomènes ambigus ou les catégories qui dérangent les systèmes établis de classification. Aussi bien les ultra-orthodoxes que les laïcs, tant qu'ils continuent à constituer les deux pôles opposés de la société israélienne, même au prix de conflits ouverts entre les deux secteurs, eh bien la société s'en accommode. Mais si ce phénomène des maranes continue à prendre de l'ampleur, il risque de brouiller les frontières et à ce moment-là de poser de vrais problèmes à la société. Alors ce qui pousse les maranes à vivre entre deux mondes, eh bien c'est tout d'abord le manque de satisfaction confessionnelle, émotionnelle, sociale, sexuelle, et ça dans chacun des deux univers. Le contexte social totalitaire de la société ultra-orthodoxe est censé fournir des réponses à toutes les questions. Il ne permet pas le doute, et cette dissonance cognitive porte atteinte à la possibilité de se contenter de l'appartenance à l'un des deux mondes. Au moyen de la traversée permanente des frontières d'une société à l'autre, les maranes tentent de compléter la partie manquante dans l'image de leur monde. Alors, Tamar est la femme d'un rabbin d'une grande yeshiva de Jérusalem. Elle mène une double vie depuis 6 ans. Le soir, elle couche ses enfants et elle sort de son quartier ultra-orthodoxe. Pas plus son mari que qui que ce soit d'autre dans son entourage ne sait où elle va. Après un très court trajet, elle garde sa voiture, elle enlève sa perruque et ses vêtements ultra-orthodoxes. En dessous, elle porte un jean slim et un t-shirt moulant. Et elle va à Tel Aviv, dans un pub de Florentine, qui est l'un des quartiers les plus branchés de la ville, qui est elle-même la ville la plus laïque du pays. Là, elle retrouve un groupe de maranes. Et Tamar, quand c'est sorti d'une émission de télévision, elle avoue dans cette émission de télévision, dans un même souffle, les plus graves des transgressions. Je ne crois pas en Dieu, je profane le Shabbat, je mange du porc, des crevettes et je mélange produits lactés et carnés. Alors, il est plus facile pour les femmes que pour les hommes de passer d'un univers à l'autre. Évidemment, les hommes, ils doivent cacher leur barbe, ils doivent cacher leurs papillotes, ce qui fait que souvent, d'ailleurs, ces maranes renoncent à se changer et on les voit quelquefois arriver dans les lieux où ils rencontrent les autres maranes dans leurs habits ultra-orthodoxes. Et sans même parler de l'épisode qui m'a été rapporté par un sortant de Hillel qui s'était rendu à une rencontre de maranes à Tel Aviv. Et au milieu de la soirée, l'organisateur lui dit « Vous savez, on attend un invité surprise. » Alors, l'invité, c'était une invitée, une marane de Mea Shearim, mariée, père de famille, mais travestie. Et alors, évidemment, il n'avait pas enlevé sa barbe, il n'avait pas enlevé ses papillotes, mais il s'habillait en femme quand il sortait, tout en disant qu'il n'était pas attiré par les hommes. C'était une femme marane, lesbienne, dans un corps d'homme. Alors pour revenir à Tamar, c'est elle qui explique comment elle met en œuvre techniquement sa transformation extérieure grâce à un tiroir secret de presque chaque marane, dont le conjoint ignore la véritable identité. Alors je cite Tamar, « On prend les vêtements que l'on veut dans la salle de bain, on rentre dans la voiture et loin de la maison, on commence à se changer en riant beaucoup. Le problème avec le foulard ou la perruque, c'est qu'en dessous, les cheveux sont toujours mal coiffés, alors on s'inquiète de savoir de quoi on a l'air. La jupe, et sous la jupe le pantalon, vous avez couche sur couche, il y a la couche Tel Aviv, et par-dessus les couches ultra-orthodoxes. Les maranes sont généralement mariés et parents, c'est ce qui explique qu'ils n'ont d'autre choix que celui de rester dans leur milieu. S'il s'agit d'un homme et qu'il était découvert, sa femme exigerait le divorce religieux, le guet, il serait condamné à verser une pension alimentaire nettement plus élevée que ce qu'il gagne, et s'il travaillait dans la communauté, il perdrait son travail.
Et à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils pourraient trouver? Bon, je vous rappelle que les ultra-orthodoxes n'ont aucun cursus scolaire normal et en général aucune profession. Le plus difficile, sans doute, dans le maranisme, c'est qu'en fin de compte, on ne réussit à appartenir ni à un monde ni à l'autre et qu'on a l'impression de ne faire partie de rien. C'est encore Tamar qui raconte, je vais dans un bar et un garçon s'assoit à côté de moi et me dit « Salut, ça va ?» Et toi, tu te dis, tu sais pas que j'ai un mari et 3, 4, 5, 6, 7, 8 enfants à la maison. À un moment donné, tu ne sais plus ce qui est vrai pour toi. Comme si entre 5 et 7, tu te psalmodiais les prières avec les enfants, qu'ensuite tu prenais la voiture et que tout d'un coup, tu te conduisais comme une gamine de 16 ans dans un bar de Tel Aviv. Alors les Maran, ils revendiquent aussi ce nom parce que pour eux, les gardiens des normes morales de l'ultra-orthodoxie sont des inquisiteurs. Tzvi, qui est un autre Maran, explique, tout ça sont des noms inventés, même s'il n'y a pas de châtiment corporel dans la plupart des cas, il y a des sanctions et des punitions très dures. On va pourrir la vie des gens, briser des familles, séparer les enfants des parents, il n'y a pas de ligne rouge. Et effectivement, ce sont les plus proches parents qui endossent le rôle de geôlier. Et c'est de nouveau Tzvi qui le dit, dans cette prison dans laquelle je me trouve, ma femme tient le rôle de la matonne principale, parce qu'elle vit toujours à côté de moi, elle est celle devant qui je dois le plus me cacher, elle est celle qui, si elle découvre qui je suis vraiment, fera ce qu'il faut pour détruire ma vie. Alors je voudrais évoquer très brièvement 2 cas de multidéviance qui ont tous les 2 traits à la sexualité, ce qui est une combinaison relativement naturelle, étant donné les tabous et les interdits qui y sont liés dans les milieux ultra-orthodoxes. Alors, les 2 personnes évoquées sont Michal, qui est Maran et lesbienne, et Yoram, qui est Maran et, d'après ce qu'il dit lui-même, accro au sexe. Alors, Michal gère un site sur Facebook. Je viens de regarder récemment, elle l'a enlevé, il n'existe plus, malheureusement. Et elle publie des textes qui sont souvent absolument poignants. Elle y évoque ses souffrances à vivre entre 2 placards, ce qui est le nom de son site. Elle explique à quel point elle est attachée à son père, qui est un ultra-orthodoxe de Bnei Brak. Je pense que c'est le Chassidut Gour. Mais qu'elle ne peut rien faire pour combattre ses tendances à mener plus qu'une double vie. Alors, je la cite, « Père, j'écris ceci parce que je ne pourrai jamais te le dire. Et dommage qu'il en soit ainsi. Papa, tu es 50% de mon ADN, tu m'as légué ta joie de vivre, ton obstination perfectionniste, ton amour des graines de tournesol, tu m'as légué ton nez, la couleur de tes cheveux, le son profond de ta voix. Tu m'as légué les boutons qui ornent mon menton, tu m'as légué les paumes de mes mains, les bourrelets et ma masculinité. Dans l'ensemble, j'ai appris de toi, papa. Tu m'as appris à suivre ma vérité. Ce n'est pas ma faute si ma vérité est différente de la tienne. Si mes réponses sont différentes, si mes conclusions sont différentes, ton monde est en noir et blanc, dans mon monde il y a beaucoup de couleurs. Papa, je t'aime tellement, mais dans le carrefour de la vie, nous avons fait des choix différents. Je suis allée très loin dans une direction très éloignée de ton parcours de vie. Mais papa, c'est moi. Tu ne voudrais pas que je te mente. Le mensonge est un péché. Alors voilà, papa, je te le dis, même si c'est ici, parce qu'évidemment, il ne lira jamais cette lettre, je ne suis pas ultra-orthodoxe, je ne suis pas religieuse, tout simplement pas. Dieu, à mon avis, n'est pas une histoire plus fiable qu'une licorne rose. Mais papa, je suis toujours ta fille, et ce n'est pas possible que tu préfères Dieu à moi. Alors le Shabbat est évidemment le temps le plus dur pour les Maran, celui où les interdits prennent plus encore le pas sur ce qui est permis. Alors, c'est toujours un texte de Michal. Shabbat, je me suis levée ce matin chez mon père, je vais à la salle de bain me brosser les dents en secret. Avant, je n'aurais pas fait cela, par respect pour la famille, mais cette sensation dans la bouche est devenue insupportable. Je suis convaincue que si Dieu existe, il me pardonnera pour ce crime. Vendredi soir, au lieu de rejoindre une soirée sympa, j'ai été me promener avec mes sœurs. Elles font du commérage sur ce chidour-ci et sur ce chidour-là, et sur celle-ci qui a divorcé, la pauvre, toute sa vie est détruite. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, regardez comme celle-ci s'habille. Elle est devenue tout à fait moderne, vraiment trop courte cette robe, et vraiment trop serrée. Alors, Michal continue, d'aucuns disent que les ultra-orthodoxes ne s'intéressent qu'aux valeurs morales et pas aux vêtements ni à l'aspect extérieur, des conneries, tout ça.
Elles attendent de moi que je participe à ces discours, approuvés quand elles prononcent ces mots qui sont comme un couteau dans mon cœur féministe en colère. Mais je ne m'intéresse pas à ces commérages, et alors, si ça ne m'intéresse pas, de quoi vais-je parler avec elles? De retour au pas de Shabbat, Tchoulint, je déteste cette odeur, l'odeur de la mort. Dans le plat terminé, je lance Good Shabbos et je m'enfuis loin, très loin, dans l'appartement refuge d'une bonne amie marane. Enfin, quoi de plus difficile à imaginer que le rituel du mariage pour une marane lesbienne? Voilà, elle écrit « 12 juillet 2013, je fais un rêve. Je me vois avec vous, ma chère famille, et je vous annonce que je vais me marier. Vous vous réjouissez, vous êtes excités. Alors je vous dis que le mariage sera un peu différent de ce dont vous avez l'habitude. Vous demandez qu'est-ce qui sera différent, et je vous dis la vérité. Binyamin se met en colère, il crie, Rachel se met à pleurer, mais Rama me regarde avec stupéfaction, papa me regarde comme on regarde les fous de l'asile d'à côté, et moi, je ne me laisse pas démonter. Oui, je vais me marier avec une femme. Ne vous inquiétez pas, une femme bien, d'une bonne famille. 1 semaine, 2 semaines passent, et vous vous reprenez dans mon rêve. Vous décidez que mon bonheur est plus important que le qu'en dira-t-on, vous venez au mariage. Je rêve de ce jour. Toi, papa, et tes vêtements noirs. Peut-être que Binyamin viendra aussi, il sera déjà coiffé d'un Schreimen, et il aura une femme et peut-être quelques petits gamins qui chercheront le fiancé en costume et ne le trouveront pas. À la place, 2 femmes avec des robes blanches qui se tiennent par la main, échangeant des anneaux. Peut-être entendra-t-on un gamin tout fait de rire devant un événement si peu habituel à ses yeux. Je te vois nous regarder, c'est dur pour toi, même dans mes rêves. Mais dans mes rêves, tu fais face. Dans mes rêves, tu ne montres ni douleur ni chagrin. Dans mes rêves, même si tu n'es pas fier de moi, tu le caches. Je t'imagine nous sauter Mazal Tov et la construction d'une maison fidèle en Israël. Vous, la famille, vous pleurez de chagrin pour la fille qui non seulement s'est éloignée du droit chemin, mais en plus est devenue folle, que Dieu protège. Vous êtes en colère, même dans mes rêves les plus positifs et les plus beaux. Alors Yoram, c'est un autre de mes interlocuteurs. Comme Michal, il pense qu'il est multidéviant, car en plus d'être laïque déguisé en ultra-orthodoxe, il se dit accro au sexe. Et il s'est même affilié à un groupe de sexe addicts. Alors Yoram a 24 ans, il vient d'une famille de 14 enfants, il est marié, il est père d'un petit garçon de 4 ans et son épouse est enceinte du second. Il est surveillant de cache-route, mais il dit qu'il n'en a rien à cirer, les couteaux, Khalavi, Bassari, voilà. Et il vient me voir au centre de recherche, et dans la tenue typique des ultra-orthodoxes, et pas n'importe quel ultra-orthodoxe, ceux qui sont issus des groupes les plus extrémistes de Mea Shearim, effectivement, il appartient à Toldot Aaron, qui est vraiment un des groupes juste après, les Naturei Karta. Et donc il arrive dans sa tenue, pantalon resserré aux genoux, des collants noirs, un cafetan long noir, un chapeau à large bord, une barbe fournie et des papillons jusqu'aux épaules. C'est évidemment un spectacle insolite dans un labo du CNRS. Insolite aussi le fait qu'il s'adresse sans gêne apparente à une femme et qu'il accepte d'être enfermé avec moi dans une pièce. Mais après tout, il est vrai que sous son déguisement, il est hors norme. Il se juge anormal, me dit-il, parce que quand j'avais 14 ans déjà, ça m'excitait de voir des femmes. Alors, je suggère que peut-être cette impression du hors norme vient de la clôture si hermétique de la société ultra-orthodoxe, qu'il n'est peut-être pas accro au sexe, comme il dit, mais simplement normal pour quelqu'un de son âge. Dans la société ultra-orthodoxe, totalement close sur elle-même, le moindre manquement à la norme transforme ses membres en outsiders, en hérétiques ou en accros. De plus, il dit être passé d'une mère très dure du point de vue religieux à une femme peut-être plus dure encore, qui le critique sur tout, notamment en ce qui concerne le fait qu'il ne fait pas du tout de surenchère d'orthopraxie comme les autres membres de ces milieux. Alors elle lui dit « Pourquoi est-ce que tu ne portes pas ton arbac amphot au-dessus de ta chemise dans la journée ?
Pourquoi est-ce que tu ne le gardes pas la nuit pour dormir? Ce qui est d'ailleurs complètement idiot d'un point de vue halachique, puisque la nuit, on n'a pas besoin de mettre de tzitziot, mais enfin bon, elle lui dit ça. Pourquoi est-ce que tu te tailles la barbe? Parce qu'il est très coquet, alors il se taille un petit peu la barbe. Et il ajoute, je suis sûre que mon histoire d'addiction vient de là, que ma femme ne me laisse pas la toucher. Elle n'accepte que le sexe cachère, avec toutes les restrictions, cela manque d'ardeur et d'étincelle. Alors, pour conclure, je vais poser la question de savoir si ce phénomène des maranes, dans le contexte que nous avons vu donc de solitude, de secret, d'invisibilité, est une conjonction de phénomènes individuels ou bien le signe d'un changement culturel plus global. Je pense que la réalité se trouve dans la rencontre des deux hypothèses. C'est un phénomène individuel au départ, c'est évident, il faut signaler que chaque cas est différent de l'autre, mais je pense qu'il se trouve étayé par les changements importants qui ont affecté ces 10 dernières années l'ensemble des secteurs religieux de la société israélienne, ultra-orthodoxie comprise. Et le changement donc le plus fondamental, je crois que j'en avais déjà parlé la dernière fois, mais à propos et l'arrivée des nouvelles technologies et l'ère du numérique. Dans ces milieux, on avait pu interdire la télévision, la radio, les journaux, les livres, mais on n'a pas réussi, même si on a essayé par tous les moyens possibles, à interdire Internet et le téléphone portable, même si la plupart le condamnent. D'ailleurs, quand Michal arrive à Bnei Brak, elle dit qu'elle cache son smartphone au fond de sa poche parce que c'est un objet impur. Et elle dit, le Rav Steinman l'a comparé à du feu, le Rav Kanievski a interdit de prier à côté de quelqu'un qui en possède un. Et quant à Yoram, il me dit, mon lien avec le monde extérieur, et il me montre son smartphone, c'est uniquement ce petit appareil. Je fais tout le temps attention à ce qu'on ne m'attrape pas avec ça, sinon je vais en prison. Ma femme se méfie en permanence. J'ai eu de la chance jusqu'à maintenant, si elle m'attrapait, elle me lyncherait. Alors, ces maranes, sont-ils vraiment une minorité invisible? Ils l'ont été, et ils le sont encore dans une large mesure. Chacun ignorait tout de l'autre, chacun pensait qu'il était seul à vivre comme ça. Aujourd'hui, grâce en partie à un forum qu'ils ont créé et à Internet, ils commencent à échanger sur un réseau social alternatif et ils se sont organisés en communauté virtuelle. Sur le net, ils se sont découverts les uns les autres et ont commencé à s'entraider. Ils se sont rapprochés également de la communauté des sortants, qui, eux, sont vraiment de plus en plus visibles dans la société. Et je vous remercie.